Bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. So Wow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la seconde partie de l'épisode à 7 voix du collectif So Wow. Aujourd'hui chez So Wow, nous sommes accompagnés de nos 4 partenaires, Bigger, Urban Sports Club, Skill & You et Yemanja, qui nous soutiennent dans nos explorations et nos travaux autour de cette question clé. Comment rééquilibrer la relation entre talent et entreprise ? Dans cette seconde partie de discussion, nous échangeons autour de 5 sujets clés. L'ambition, l'orientation professionnelle, l'étendue et les limites de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des employés, l'entretien et l'évolution de la relation collaborateur-entreprise sur le long terme et la transformation des entreprises à petite et grande échelle. Bonne écoute! Il y a une autre notion dont on voulait parler avec vous aujourd'hui, c'est la notion d'ambition. Alors, le Nouvel Obs avait titré, je pense, l'année dernière, la fin de l'ambition. Ça avait fait beaucoup parler et ça avait beaucoup interrogé aussi sur, finalement, quel est l'engagement que l'on met dans le travail. Alors, Marie et Charlie, on voulait vous demander, est-ce qu'on est vraiment dans l'ère de la fin de l'ambition ou est-ce qu'on construit en ce moment une nouvelle vision ? Alors, déjà, moi, je me suis aperçue que je ne savais pas si on parlait de l'ambition des talents, enfin des travailleurs, l'ambition des entreprises ou même de l'ambition de l'entrepreneur, du créateur de l'entreprise. Et je pense qu'en fait, c'est une définition super personnelle, l'ambition, et en plus qui peut changer dans le temps, peut-être même à un moment de la journée. Peut-être que le matin, on a une ambition de fou et que 14 heures, beaucoup moins. Et que c'est vrai aussi pour l'entreprise en fonction de ce qui se passe dans son business. Donc moi, je voulais juste faire cette petite introduction presque philosophique, comme chez SOA, vous invitez des philosophes, je me permets. On adore. Mais en tout cas, pour ma part, bon, déjà, j'aime pas du tout l'idée qu'il y aurait des générations plus ou moins ambitieuses. Enfin, je pense que je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais et on peut observer tout type d'ambition, je pense, chez tout type de personnes. Je pense pas qu'on peut être classifié par son ambition. Et à titre personnel, je voulais partager cette question, le fait que parfois c'est difficile d'aligner ma propre ambition vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise. Parce que moi j'ai envie qu'on fasse, je sais pas, qu'on grandisse justement pour explorer plus notre organisation. Et il peut y avoir des équipes qui disent mais pourquoi tu veux grandir, on est bien comme ça, finalement est-ce que c'est pour gagner plus d'argent, ça sert à rien. Et du coup je pense que c'est une bonne question, l'idée d'aligner l'ambition et de clarifier ce sujet. Ouais, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je suis assez d'accord. Je crois que le sujet, c'est un sujet d'alignement des ambitions macro et des ambitions micro. Alors déjà, l'ambition, c'est un mot qui est un petit peu polémique, hein, parce qu'il y a la bonne version de l'ambition et la mauvaise version de l'ambition. C'est un petit peu comme la bienveillance. On met un peu des choses variées derrière ce mot et donc il est quand même assez connoté. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, elle pose la question de l'ambition différemment. Déjà, c'est pas une ambition que professionnelle. On l'a dit au début de cet épisode, il y a eu à un moment donné une séparation totale entre la vie personnelle, la vie professionnelle, c'était totalement cloisonné. Il fallait avoir un bon boulot pour réussir à se réaliser personnellement et avoir les moyens de construire une famille, etc. On n'est plus du tout dans ce modèle-là. Là, je crois que la quête qu'on a un peu tous, c'est justement de retrouver une forme d'équilibre. On n'est qu'une personne à la fin. On ne joue pas un rôle quand on est au boulot, on reste soi-même. Et donc l'idée, c'est de se dire quelle est mon ambition de vie ? Donc ça pose des questions qui sont forcément philosophiques, hein, on est obligé de se les poser. Et dans cette ambition de vie, comment le travail trouve sa place et comment je me réalise globalement grâce peut-être au levier du travail. Et je dis peut-être parce qu'on l'a dit aussi, tout le monde ne se réalise pas que grâce au travail.
Une fois qu'on a posé déjà tout ça, il y a déjà un certain nombre de questions qui se posent et qu'en plus, on ne se pose pas nécessairement quand on arrive sur le marché du travail. C'est des questions qu'on se pose généralement un petit peu plus tard, quand justement on a un peu expérimenté, qu'on a eu l'occasion d'avoir différentes expériences, connu des cultures d'entreprise qui sont différentes et puis un peu avancé dans sa vie. Donc je trouve que en tout cas j'ai un constat, c'est que les jeunes générations, entre guillemets, j'ai du mal à pas me mettre dedans, mais je vieillis, donc il faut quand même que je l'accepte, doivent se poser ces questions peut-être avant nous, pour justement se dire, comme cette quête de sens et ce rapport de force entre employeur et collaborateur, il a changé, ça nécessite d'avoir vraiment cette réflexion en conscience, hyper tôt dans la vie. Donc ça, c'est plus un constat, une surprise que moi, je partage avec vous. C'est très ambitieux, non ? Et c'est très ambitieux. C'est très ambitieux de l'avoir tôt. Aussi, Charlie, tu as parlé d'impact de l'entreprise plusieurs fois dans les réponses précédentes. Et peut-être que l'ambition, quand on pose la question de l'ambition professionnelle, on pense tout de suite à une carrière et à un niveau de rémunération, aussi un épanouissement. Mais en réalité, il y a aussi de participer à quelque chose de plus grand que juste mon travail. L'entreprise devient ou est devenu, je sais pas, le lieu de changement du monde. C'est un peu ambitieux de dire ça, mais en tout cas, l'entreprise a les moyens d'agir et de faire bouger des lignes. Et ça peut être aussi une ambition que dans son entreprise, essayer de changer le monde ou un petit bout du monde, quoi. Oui, c'est ça. En fait, la finalité reprend une importance qui est capitale. On en parlait tout à l'heure sur l'alignement donc, des ambitions, mais aussi sur le rôle du management, et donc la nécessité d'animer un collectif. En fait, tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une finalité de l'entreprise qui est très clairement explicite, partagée, et qui est en fait finalement la pièce centrale de toute la culture et des valeurs qui vont en découler. Donc là, le leadership de l'entreprise, que ce soit les entrepreneurs, les dirigeants, mais aussi les managers, ont un rôle essentiel à jouer pour partager la vision, partager l'ambition, et que l'entreprise se redéfinisse un rôle qui est beaucoup plus global qu'économique, et de se dire en fait comment moi je contribue à effectivement vivre dans un monde meilleur demain. Parce que c'est ça effectivement ce dont on a tous besoin aujourd'hui, et je dirais que, en tout cas moi c'est ma définition très personnelle de l'ambition, c'est de me dire comment je peux impacter le monde dans lequel je vis positivement, et emmener peut-être d'autres avec moi. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait en tout cas, c'est ma définition à moi qui est très personnelle. Et je crois qu'en tout cas, l'entreprise en tant qu'entité doit avoir cette réflexion-là pour pouvoir fédérer et emmener tout le monde. Ce que tu dis est intéressant. J'ai entendu une dirigeante il n'y a pas si longtemps dire « Je me suis réconciliée avec l'ambition le jour où j'ai compris qu'en fait, l'ambition était drivée par l'impact. » Par mon impact. Et moi-même qui travaille sur le leadership, je fais commencer les managers par leur réflexion sur quel impact je veux avoir sur mon équipe, sur mon entreprise, sur la société. Et je pense que ça, c'est un mot fort parce que souvent, on se trompe dans la définition de l'ambition. Je crois qu'il y a aussi ce rôle qu'a l'entreprise, qu'a le manager, etc., d'aider les collaborateurs à la formuler, cette vision, cette ambition, quelle qu'elle soit, sans lui mettre un... Voilà, mais moi, j'aurais adoré, tu disais ça doit venir plus tôt, moi, j'aurais adoré que quelqu'un m'aide à avoir cette réflexion beaucoup plus jeune. C'est difficile pour l'entreprise de faire ça. Je parle pour un manager dans la relation, dans l'échange, dans le développement de ton collaborateur. Mais il faut être formé pour faire ça, quoi. Et j'ai discuté avec j'avais rencontré un dirigeant qui, à l'entretien de recrutement, il y a déjà une dizaine d'années, la première question qu'il posait, c'est quel est ton rêve et comment je peux t'aider à le réaliser ? Qui n'était pas forcément lié au travail, mais qui était de dire, en fait, je peux t'aider à rencontrer quelqu'un, à faire quelque chose, etc., et à contribuer à ça. Donc, ce n'est pas forcément des choses complexes, mais ça peut être poser la question, et il a très concrètement aidé des collaborateurs à rentrer en relation, à se développer dans un sport, à prendre du temps pour ça ou autre. Alors, j'ai une anecdote personnelle à vous partager. Il se trouve que dans mon activité, j'ai une partie où j'aide justement des personnes à changer de vie professionnelle parce qu'elles ont perdu le sens. Donc, en général, ce sont des profils entre 30 et 45 ans. J'ai aussi fait du bénévolat dans une association qui aidait des jeunes, donc en dessous de 18 ans, à s'orienter, et notamment des populations qui sont loin de l'information, des voies qui s'ouvrent à elles et loin de l'information des écoles qu'il peut y avoir ailleurs que dans leur coin en France. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a quand même un certain âge où c'est très compliqué de pouvoir se faire sa propre idée du monde du travail, de ce à quoi ça ressemble, de finalement aussi parfois s'affranchir de la vision du travail que peut avoir notre entourage. Et donc, je pense que la notion du temps et de l'âge à laquelle on se pose ces questions, elle est très importante parce qu'elle n'est pas évidente. Et
par définition, on arrive quand même sur le marché du travail teinté de notre éducation, de comment est-ce que le travail a été raconté dans notre environnement, et que ça teinte aussi nos carrières derrière, et que en fonction des personnes, de leur parcours, etc., ça peut prendre plus ou moins de temps, et donc plus ou moins de temps de s'investir dans quelque chose qui est en phase avec eux, la bonne place pour eux, en fait. Mais toi qui travailles sur les reconversions, tu vois de plus en plus de reconversions, de plus en plus jeunes. Parce qu'avant, c'était un peu la quarantaine, la crise de la quarantaine. Donc, est-ce que tu vois une évolution de maturité par rapport à ces questions ? En fait, justement, moi, j'ai des profils à partir du moment où les personnes commencent à pouvoir s'affranchir des quel âge ? modèles. Ça commence à partir de 26-27 ans. Eh ben, c'est beaucoup plus jeune. Tu te rends compte, on était à 40 ans il n'y a pas longtemps. Mais exactement, et je crois qu'on s'autorise dans les carrières à ce qu'elles soient plus linéaires. Moi, j'ai des collaborateurs même en interne chez Bigger qui m'ont dit, en fait, je me rends compte que c'est pas le métier que je voulais faire. Et en fait, c'est formidable de pouvoir s'en parler et de se dire comment on construit la suite ensemble. Est-ce qu'il y a une suite à construire ? Comment on peut évoluer ? Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là. Et le deuxième sujet aussi, pour faire baisser un tout petit peu la pression par rapport à tout ce qu'on vient de se dire quand même, c'est que la question, c'est est-ce que l'ambition, c'est la finalité ou c'est le carburant ? Pour moi, c'est le carburant. C'est là où il faut reposer la question des finalités. C'est que notre ambition doit nous amener à là où on veut aller. Mais heureusement, là où on veut aller va changer et va évoluer tout au long de notre vie. Et c'est ça la maturité et l'expérience. Et tant mieux, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir cette vision. Si on l'avait, au berceau, on savait déjà exactement où on allait aller, ça serait quand même assez triste. Donc, c'est les méandres de la vie qui vont nous amener à justement acquérir toute cette expérience. Il faut se l'autoriser. Oui, je voulais aussi faire baisser la pression parce qu'en écoutant, on peut se dire « Mince, j'ai 20 ans, je ne sais même pas où je veux aller. » Et qu'effectivement, c'est un peu un luxe aussi de pouvoir se poser toutes ces questions et qu'on peut aussi se laisser porter par les belles rencontres, les opportunités, faire confiance. Mais de toute façon, je pense qu'elle joue quoi qu'il arrive, en fait. Parce que, comme disait Charlie, on ne peut pas avoir un schéma. Il faut accepter d'être un peu dans l'heuristique, de tester des choses. Et ça nous amène souvent là où on doit aller de toute façon. Ce que tu disais sur ce collaborateur qui t'a fait part de ce doute-là sur son poste, ça me fait penser que l'intérêt de la confiance, et du coup, ça crée énormément de valeur pour l'entreprise, c'est que si cette personne n'avait pas eu assez confiance en toi et en l'entreprise pour le dire, en fait, ça aurait créé une situation sûrement très longue de stagnation, à la fois pour l'entreprise et pour cette personne, à son poste, et donc perte de productivité, etc. Donc, en fait, la confiance, c'est pas juste pour avoir assez confiance en ses collaborateurs pour qu'ils télétravaillent depuis chez eux. C'est aussi pour qu'ils puissent faire part avec transparence de changements importants dans leur vision, de leur poste, etc. pour que rapidement on puisse débloquer des situations qui autrement s'enlisent et créent des conflits ou un départ hyper brusque, etc. quoi. Alors justement, là, on parle en sous-texte quand même de la notion d'engagement, de comment est-ce que les salariés s'engagent dans l'organisation. Loïs, est-ce qu'on est dans un moment où les collaborateurs sont moins engagés ou alors justement, ils sont davantage acteurs dans l'organisation ? Pour m'intéresser à ça, j'ai vu un point de données que je trouve particulièrement intéressant, qui est un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui dit qu'on entre dans une relation dépassionnée au travail. Donc à premier abord, je trouve que ça fait un peu peur, parce que ça pourrait vouloir dire qu'en fait on vient au travail, ouais, on n'a un peu rien à faire, etc. La data, c'est que de 1990 à 2021, on passe de 60% des répondants qui pensent que le travail est très important à 24%. Donc c'est énorme en 30 ans. Mais en fait, ce shift, il se fait de très important à assez important. Donc, c'est pas que le travail n'a plus de place dans la vie des personnes, c'est juste que ça rééquilibre, en fait. Et cet équilibre, moi, je pense qu'au contraire, il est au bénéfice des entreprises parce que mettre toutes ses billes dans son travail, je pense que ça ne bénéficie à personne, ça ne bénéficie pas aux collaborateurs et ça ne bénéficie pas à l'entreprise. Parce que quand on a un rapport beaucoup plus équilibré et sain dans sa vie, en fait, on est un collaborateur beaucoup plus performant. Et donc, l'entreprise, dans sa vision moderne et je pense du coup holistique des collaborateurs, c'est de se rendre compte que les collaborateurs sont des êtres humains et que pour que ça se passe bien au travail, il faut qu'il y ait plein d'autres petites cases qui soient tickées, checkées. Donc, il faut que sa santé mentale, ça se passe bien, que dans son corps, ça se passe bien, qu'elle ait des relations de qualité avec ses proches. Et alors ça, on pourrait dire que ce n'est pas les sujets de l'entreprise, mais en fait, peut-être, mais ça a un impact sur le travail. Donc, autant que l'entreprise s'y intéresse,
Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, l'entreprise n'est pas capable de créer les conditions pour que ses collaborateurs s'épanouissent. Voilà. Et du coup aussi, si on dit que l'idée, c'est peut-être moins de se réaliser au travail, mais d'être juste de s'y sentir bien, en fait, on devient plus réaliste et on revient au basique, en fait. Mais du coup, c'est aussi une bonne nouvelle pour les entreprises parce que ça veut dire que le but à atteindre est, entre guillemets, beaucoup plus simple. Pas forcément qu'il y ait une réalisation. En effet, tout le monde, comme tu disais, Delphine, n'a pas envie de sauver la planète, etc. On n'a pas besoin d'être engagé dans quelque chose d'hyper fort pour se réaliser au quotidien, mais juste d'être bien dans sa mission, avec ses collègues au quotidien. Ça peut suffire grandement si justement dans toutes les autres sphères de notre vie, on a créé du calme, du bien-être et de l'alignement. Voilà. Et je pense aussi donc que les entreprises doivent prendre position ou en tout cas apporter du soutien sur plein de nouvelles sphères auxquelles elles ne participaient pas jusqu'ici. Donc nous, c'est ce qu'on permet chez Urban Sports Club. On leur dit, OK, le corps de vos collaborateurs, entre guillemets, c'est pas votre sujet, puisqu'en général, c'est des métiers où on utilise juste notre cerveau. Mais en fait, vous avez besoin d'en prendre soin, parce que sinon, le reste ne va pas. Et je pense pas que ce soit un retour d'une forme de paternalisme économique, puisque là, on le fait par en fait des solutions externes qui permettent justement de limiter le mélange des genres. Et je ne serais pas étonné que bientôt, ça prendra peut-être du temps, mais que des employeurs du privé commencent à donner un accès au logement, voire des logements de fonction dans le privé, etc. C'est-à-dire que l'entreprise prenne plus de place et apporte un support plus complet. Alors là, on refait peut-être monter la pression pour les entreprises, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les entreprises ont de quoi reprendre plus de place dans la société, au-delà juste de la création de valeur économique. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant pour le travail sur leur mission aussi. Voilà. Ouais, alors de réaction, effectivement, ça met une pression là aussi aux entreprises parce que le rôle de l'entreprise il se redéfinit et l'entreprise, elle doit être partout, quoi. Elle doit être économiquement viable, elle doit avoir de l'impact socialement, sociétalement, sur l'environnement, un impact positif bien sûr, et elle doit veiller au bien-être de ses collaborateurs. Alors c'est quand même effectivement ce qu'on dit aujourd'hui, hein, mais je place juste là, je le pose parce que c'est quand même important, le rôle de l'entreprise et donc la santé mentale des entrepreneurs, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs aussi, c'est aussi un sujet, hein. C'est vraiment pas simple de répondre à toutes ces injonctions-là. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, jusqu'où va l'entreprise ? Moi, je pense qu'il faut malgré tout être attentif à ça. Parce que si l'entreprise reprend une place très importante finalement dans la vie, même prépondérante dans la vie des collaborateurs, on va retomber dans cette forme de lien de subordination hyper plus parce qu'on va créer une dépendance finalement entre l'entreprise et le collaborateur. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à aller jusqu'au bon niveau, c'est-à-dire évidemment aider les collaborateurs à se sentir bien, à être dans un corps sain, à avoir une santé mentale qui est au top. Mais il ne faut pas qu'on aille trop loin parce que sinon on va justement remettre un peu tous nos œufs dans le même panier et créer quelque chose qui peut être un peu délétère, à l'extrême. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, Charlie, c'est que tu as fait une accumulation. Tu as dit l'entreprise, elle doit avoir un rôle de performance économique et elle doit garantir le bien-être et elle doit... Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt d'une manière presque un peu utilitariste, qui est de dire, en fait, comment l'entreprise se donne les moyens de réussir. Et je pense qu'il faut interroger la place, justement, du bien-être et d'une sphère élargie d'intervention de l'entreprise comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder les statistiques sur les entreprises qui réussissent le plus. Ne sont-elles pas aussi celles qui, justement, utilisent le bien-être de leurs salariés et cette relation élargie comme un moyen de créer de l'engagement qui va introduire peut-être plus de productivité. Et je pense que les premiers qui ont commencé à beaucoup investir ces sphères dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, notamment les GAFA, dont la réussite économique est quand même, je pense, indiscutable, c'est eux qui en premier ont fait des salles de sieste, ont permis la flexibilité des horaires, ont permis les congés paternité, ont permis qu'ils existent plus longtemps, etc. Enfin, en tout cas dans les exemples les plus connus. Et du coup, moi, je le verrais pas forcément comme une accumulation de devoirs, mais plus dans une vision utilitariste de comment j'utilise ce tremplin. Alors, oui, avec une petite notion, c'est que les GAFAM, ils sont en pays anglo-saxon, et qu'en France, justement, on a tendance à passer de l'État-providence à vouloir l'entreprise-providence, qu'on a quand même cette culture qui n'est pas neutre.
Et qui fait, par rapport à ce que disait Charlie, et je reviens là-dessus, qui fait que moi, j'ai vu beaucoup de collaborateurs, encore une fois, dans ma carrière, je travaille dans des grandes entreprises, rester à cause des avantages. Et en fait, un collaborateur qui reste dans son boulot à cause des avantages sociaux, c'est pas une bonne chose. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait d'avoir un regard plus holistique. On a un regard plus holistique sur notre vie d'une manière générale. Et puis, plus de sport parce que l'entreprise nous engage à être beaucoup plus immobile, beaucoup plus sur les écrans. Donc tout ça, ça questionne. Et c'est normal que l'entreprise s'y intéresse, mais avec la limite de la responsabilité qui, à mon avis, est importante. Je pense qu'on parle d'équilibre de la relation et tout ce que vous dites est extrêmement intéressant parce qu'on voit que l'équilibre n'est pas simple, mais qu'il faut toujours avoir en tête cette notion d'équilibre qui me paraît fondamentale. Et par rapport à ce que tu disais, Loïs, sur l'engagement, il y avait aussi une étude de HP, le Work Relationship Index, qui disait que seuls 27%, lorsqu'ils appellent les knowledge workers, donc c'est les travailleurs intellectuels, ont une bonne relation avec leur travail, donc c'est très faible. Et en fait, quand on questionne, c'est assez complexe. C'est pas lié à un seul critère, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, donc que je vais absolument pas répéter. Mais tu as dit quelque chose aussi tout à l'heure, parce que la question c'était est-ce qu'ils sont moins engagés ou plus acteurs ? Je pense qu'il y a une piste pour avoir des collaborateurs plus acteurs. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais simplement, ça veut dire quoi acteur ? Et quel est le rôle de chacun en faisant attention, effectivement, à l'entreprise ? C'est-à-dire qu'en fait, tu parlais du côté paternaliste, à quel point je te mets des choses en place pour que tu ne bouges plus. Donc voilà. Moi, je suis d'accord que l'entreprise, en se préoccupant, on va dire, des conditions de travail de ses équipes, va aller vers plus de performances, je suis à fond. Néanmoins, le problème, c'est que dans l'équilibre dans la relation talent-entreprise, si ça devient un acquis social et une revendication, et effectivement que c'est ça qu'on attend de l'entreprise en tant que collaborateur, je trouve que la relation elle devient trop déséquilibrée. En tout cas, moi, juste pour préciser, je ne parlais évidemment pas de mes opinions, je posais juste le fait qu'il fallait qu'on soit attention, parce que comme toujours, on a parlé d'équilibre, il faut faire attention à jusqu'où on va. Et donc, moi, je trouve que tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est des super leviers. Hein. Nous, chez Bigger, on a du télétravail, on met même du télétravail complet pour les femmes qui allaitent. On met en place tout un tas de choses, on fait du partage de la valeur. Enfin, moi, tout ça, j'y suis absolument favorable. Je dis juste, attention, questionnons-nous juste sur jusqu'où ça va, pour pas rentrer dans cet effet inversé de je te rends service, mais finalement, effectivement, je te remets sous ce lien de subordination dont on voit bien aujourd'hui, les gens cherchent à s'affranchir, parce que je reprends cette stat, mais quand même, on a 6 salariés sur 10 qui s'orientent vers du freelancing, notamment pour s'affranchir de ce lien de subordination. Oui, moi, je suis pas d'accord qu'en proposant tout ce genre de solutions et qu'en s'intéressant bien des salariés, on les remet dans une relation de subordination. Parce qu'en effet, il faut rien imposer, il faut mettre à disposition des outils et des solutions que les collaborateurs puissent utiliser ou pas, en effet, pour pas devenir dépendants et pour pas créer une situation, où on reste juste pour ça. Ça, c'est sûr. Et un autre vecteur de l'engagement, je pense qu'à nouveau, c'est la responsabilité. J'ai un chiffre à citer d'une étude de chez Gallup qui dit qu'en fait, les managers sont plus engagés que le reste des collaborateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tout le monde ne peut pas être manager, sinon il n'y a plus personne pour être managé. Mais ça veut dire qu'en fait, on doit trouver des autres manières de valoriser les collaborateurs et de donner du sens et de la responsabilité dans leur travail que le fait d'être manager. Mais je pense qu'ils seront attentifs, ils en ont envie parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être manager parallèle. Mais je pense que parce que pour l'instant, pour donner une promotion, on peut faire passer quelqu'un de junior à senior ou je sais pas quoi, mais malheureusement en France encore aujourd'hui, on est très, si tu prends pas un poste de management, en fait tu n'évolues pas dans ta carrière. Donc ça, je pense que c'est un récit en fait aussi à faire évoluer pour que l'engagement passe par autre chose que juste le fait de manager d'autres personnes. C'est ce que vous faites chez Yemanja. Vous avez des métiers précis et pas de... Oui, il y a des rôles et il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est un vrai challenge que de trouver comment effectivement permettre aux collaborateurs qui sont là depuis plusieurs années de continuer d'apprendre et d'être
de se réaliser dans leur travail parce qu'on ne peut pas leur proposer une évolution conventionnelle de carrière. Et en fait, on arrive bien à le faire avec des collaborateurs qui vont prendre des rôles plus transverses. Il y a pas mal d'idées qui émergent et c'est effectivement très intéressant. Ou de changer de rôle dans l'entreprise pour apprendre un nouveau métier ou une nouvelle manière de le faire. Déjà, c'est hyper enrichissant. À l'aune de tout ce que vous avez déjà partagé et aussi de ton expérience, Lucille, tu as mentionné déjà tout à l'heure l'idée de la relation transactionnelle. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ça, où est-ce que tu penses qu'on en est ? Est-ce qu'on est dans une relation transactionnelle ou investie ? Je pense qu'on est partout et qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'entreprises et de personnes. En fait, on l'a dit, je pense que tout ça est très personnel et dépend énormément du cadre dans lequel on évolue. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises dans lesquelles il y a plutôt une relation employeur-entreprise très investie, plus ou moins en fonction des individus, et d'autres où on est plutôt sur un prisme très transactionnel qui peut être très assumé. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est plutôt où est-ce que chacun, en fonction de ses ambitions, a envie d'être. Et je trouve que la notion d'ambition, elle est très intéressante. J'en profite pour rebondir sur plein de choses que vous avez dites, mais pour vous partager encore une fois une anecdote sur la question de l'ambition et justement du rapport transactionnel ou investi. J'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise que Sophie d'ailleurs connaît bien, qui fait du conseil en management et en technologie, et dont le métier, c'est de se présenter comme un vecteur de transformation. La transformation en entreprise, surtout dans une entreprise de grande taille, c'est lourd. Le changement, c'est lourd à porter. Et souvent, la clé là-dedans, c'est justement d'animer tout le monde autour d'une même ambition. Et là, dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, chez Skill & You, on est dans un moment de transformation. Et moi, je suis arrivée notamment pour porter une partie de cette transformation. Et du coup, j'en discutais avec des amis qui vivent aussi cette question de la transformation récemment. Et on se disait, mais en fait, comment, quand l'ambition de l'entreprise est de se transformer, pour aller chercher plus de croissance, plus de rentabilité, etc., comment est-ce qu'on peut y arriver quand, par exemple, on a dans l'entreprise une grosse partie de l'organisation, une grosse partie des salariés, qui, par exemple, eux, sont plutôt à un stade où leur ambition, c'est juste de gagner leur croûte, parce qu'ils ne sont pas très bien payés et qu'ils ont besoin, justement, d'aller chercher une ambition très individuelle, par exemple, qui va être de faire le plus de primes possible. Et en fait, si finalement ces primes, je vais les chercher, pas en allant dans le sens où l'entreprise veut aller, parce que c'est là qu'elle veut se déporter pour créer plus de valeur, comment tu fais pour faire ça, en fait ? Comment tu réconcilies les deux ? Et je pense que ça tient justement à cette question de est-ce qu'on a envie de vivre dans un environnement transactionnel où chacun prend ce qu'il a à prendre, ou est-ce qu'on a envie de vivre dans quelque chose de plus investi, où on trouve le juste milieu pour vivre correctement ensemble. Et investi ne doit pas justement tomber dans une notion de paternalisme, d'intrusion, mais plutôt vraiment, je trouve, dans ce qu'on a tous dit finalement, qui est dans la capacité à chacun, dans un cadre qui est quand même posé, avec une envie globale posée par l'entreprise, affichée, de faire ses choix et de pouvoir trouver sa propre ambition et sa propre réalisation. Et je pense que les gagnants sont vraiment ceux-là, en fait. C'est ceux qui vont permettre de poser leurs ambitions et de permettre à leurs salariés d'aller y chercher leurs propres besoins de réalisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est loin dans une relation parfaitement investie, mais qu'on a plein de pistes pour y arriver, et que ça va tenir beaucoup justement à recréer cet équilibre en posant effectivement des limites et en posant des contreparties. Je pense que quand on a parlé de la confiance tout à l'heure, quand on a parlé de l'investissement de l'entreprise pour apporter plus de bien-être à ses salariés, évidemment, ça s'est sorti d'une contrepartie. En fait, j'en reviens à ce que je disais. Je pense que le bien-être et la capacité de chaque collaborateur à se réaliser, dans laquelle je considère personnellement que l'entreprise doit s'investir, doit s'assortir en face d'un résultat. Chacun doit y trouver quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment à ça que ça tient. Et je rejoins aussi sur la question de la transactionnalité ou de l'investissement, le fait que, de toute façon, et c'est intéressant parce que, effectivement, le temps de travail a tendance à plutôt baisser. En revanche, les discours qu'on entend partout, c'est « je suis une seule et même personne ». Je retire pas ma casquette de civil quand j'arrive au travail. Si je viens de vivre un épisode douloureux, je continue à vivre au travail. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que de toute façon, on a compris qu'on était une seule et même personne dans la sphère du travail, dans la sphère personnelle. L'entreprise est composée, y compris pour ses dirigeants, d'une somme d'individus qui sont tous comme ça. Et qu'il faut
créer des espaces à travers l'entreprise qui affichent leurs valeurs, qui affichent leurs couleurs, qui affichent leurs teintes sur eux, comment ils vivent cet équilibre, comment ils le proposent, comment ils l'animent, pour que chacun puisse plus facilement s'orienter, plus facilement faire son choix. Donc il y a quand même une notion, je pense, de communication forte là-dedans. Il faut vraiment affirmer qui on est et le partager dans sa marque employeur, notamment pour aider toutes ces personnes qui sont perdues, qui sont désorientées, qui ne savent pas trop comment s'y retrouver. Il faut aussi, je pense, apporter plus de flexibilité, le droit à l'erreur. Je me suis trompée de carrière, comment je rebondis, comment je peux me reconvertir. Nous, chez Skill & You, on accueille énormément de profils qui se reconvertissent, beaucoup qui passent d'ailleurs de métiers sur lesquels on met des grosses notions d'ailleurs de réalisation de soi, parce que grosse carrière, grosse rémunération, et qui en fait en ont marre de tout ça, et nous disent, mais en fait, moi je claque tout, et je vais devenir aide-soignant, parce qu'en fait, c'est ça pour moi, me réaliser. J'ai perdu un proche l'année dernière, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'accompagner des gens dans ces périodes-là, parce que moi, quelqu'un m'a aidé et que ça m'a apporté tellement à ce moment-là, et que sans ça, aujourd'hui, je serais plus là, quoi. Ces discours, on les entend énormément, et du coup, je pense qu'il y a aussi un besoin sociétal qui vient des pouvoirs publics, des entreprises, de permettre cette flexibilité. Ce qui veut dire notamment sortir de ce discours de quand tu rentres dans l'entreprise, tu m'appartiens, et je vais créer toutes les conditions pour que tu te poses plus jamais la question de partir. Non, il faut se laisser vivre, en fait. Je pense qu'il faut se laisser le choix. Et si je décide de rester, c'est parce que l'entreprise me permet, avec l'évolution de mes besoins, de mes envies, de mes ambitions, de toujours m'y retrouver. Et le jour où elle ne me le permet plus, je pars. Et ça doit être complètement dédramatisé, en fait, je pense, pour créer cette flexibilité et que tout ce monde puisse joyeusement vivre ensemble avec des gens épanouis, en bonne santé, qui ne font pas de burn-out, et en fait, qui sont heureux, tout simplement. Ouais, et que je puisse même changer si j'ai juste envie de changer. Mais bien sûr, voilà. Parce que c'est ça. Alors, merci pour cette conversation qui était extrêmement riche. Juste, est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot ou deux qui chacun résume ce que vous retenez de notre échange? Moi, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est transformation, quoi. Transformation du rôle de l'entreprise, transformation de la posture des travailleurs, transformation des relations, transformation de tout. Donc, transformation, ça me semble un chouette mot. Moi, je reste sur la confiance. Donc, j'ai confiance dans le fait qu'on va trouver un bon équilibre dans la relation entre les entreprises et leurs équipes. Moi, je vais trouver un synonyme de transformation. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette notion de changement continu, en fait. Rien n'est figé dans le marbre. On ne se passe pas la bague au doigt pour l'éternité. Et c'est une histoire de relation à un instant T, qui fait sens à un instant T et qui est important et utile pour les deux parties. Donc, changement continu. Alors ça va un petit peu aussi avec ce que disait Léa et qui rebondit aussi qui reboucle avec les premiers épisodes qu'on a déjà partagés sur ces sujets-là autour de la co-responsabilité et que la réalisation de soi dont on parlait, elle ne peut advenir que si on est chacun co-responsable à la fois en tant qu'individu et l'entreprise en tant à la fois quantité et ses composantes. Donc je dirais co-responsabilité et réalisation. Yes, moi peut-être revenir sur la dimension holistique de notre rapport au travail et juste d'essayer de refonder à la fois en tant que collaborateur et en tant qu'entreprise la relation de notre travail et de la mission au sein de nos vies de façon plus générale, quoi. Moi, les deux mots que je choisirais, c'est la notion de flexibilité et la notion d'alignement. Je pense que chacun doit faire un choix et pour ça, il doit y avoir des options. Donc de la flexibilité. Et après, on doit s'engager et donc être aligné dans ce choix. Merci beaucoup pour tous ces échanges. C'était extrêmement riche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'était un épisode avec tous nos partenaires pour réfléchir à cette question que l'on a envie, à laquelle on a envie de répondre. La fin de l'étude est pour fin novembre. Il y aura une conférence dédiée. Donc, tous les échanges qu'on a eus aujourd'hui viennent nourrir cette réflexion avec plein d'autres échanges. Donc, surtout, restez connectés. Continuez à nous suivre pour en savoir plus. Et bien sûr, l'idée à la fin de cette réflexion, c'est de proposer des pistes concrètes d'action qui ne mettent la pression ni sur les dirigeants, ni sur les collaborateurs, mais plutôt qui permettent... moi, mon mot, c'était la co-construction. Donc, il y a la co-responsabilité, mais je crois que la co-construction est importante. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a envie dans la société. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que ce riche épisode avec nos 4 partenaires Skill & You, Yemanja, Bigger et Urban Sports Club vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise. Si cette discussion vous a interpellé et que vous souhaitez en savoir davantage sur l'étude que nous menons et la conférence que nous donnerons en novembre 2024 à ce sujet, vous pouvez manifester votre intérêt en nous envoyant un message directement sur notre page LinkedIn Collectif So Wow. Nous vous invitons également à suivre nos 4 podcasts, L'entreprise de demain, Work Narratives, Chef et Le Tilt, ainsi que notre page LinkedIn, donc Collectif So Wow, sur laquelle nous publions régulièrement des nouvelles de nos projets et de nos travaux. Tous les liens pour ce faire sont en description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un épisode du Collectif So Wow.